Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux enjeux pour une mobilité franco-suisse durable, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. Nous animons et fédérons la communauté d'affaires franco-suisse. Je m'appelle Émilie Brandt, je suis responsable de l'agence bâloise de la Chambre et également en charge de l'animation et du développement du réseau en Suisse alémanique. Alors, la table ronde que nous vous proposons aujourd'hui, elle s'avère passionnante. Elle traite des enjeux pour une mobilité franco-suisse durable. Autour de cette table ronde virtuelle, j'ai aujourd'hui le privilège et le plaisir d'accueillir 3 experts. Le premier, il s'agit de Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où il dirige le laboratoire de sociologie urbaine qu'on appelle le LASUR. Nous avons également Emmanuel Ravalet, associé fondateur du bureau Mobile Homme, qui a également travaillé 5 années aux côtés du professeur Kaufmann au sein du laboratoire de sociologie urbaine. Enfin, Valentine Hachi, qui est la directrice Suisse et Europe de TGV Lyria. Bienvenue à tous les 3. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, cher public, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Il sera diffusé en replay sur nos différents canaux. Je vous invite également à poser vos questions dans la partie Q&R qui se trouve juste en bas de votre écran. Nous prendrons un moment à la fin du débat avec nos 3 intervenants pour y répondre. Alors, le secteur de la mobilité, il se doit aujourd'hui, plus que jamais, de répondre à l'urgence climatique. Il a subi une mutation accélérée durant la pandémie et nous avons décidé d'articuler la discussion d'aujourd'hui autour de 4 sous-thématiques. Dans un premier temps, nous verrons quelles leçons le secteur de la mobilité peut tirer de la crise. Puis nous parlerons de la dimension franco-suisse. En effet, les 2 pays ont-ils la même vision? Comment est-il possible de mener à bien des projets transfrontaliers dans ce contexte? Nous évoquerons ensuite le coût d'une mobilité durable et enfin les perspectives d'évolution du secteur à moyen et à long terme. Alors, ma toute première question, elle s'adresse à Vincent Kaufmann. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, cher Vincent, de nombreuses études ont été faites sur l'impact du Covid sur la mobilité. Quels enseignements peut-on en tirer? Oui, alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre présence. Alors, il y a de très nombreux travaux qui ont été menés sur l'impact sur la mobilité du Covid. Et si on essaye d'en tirer une synthèse, on peut dire qu'on a un petit peu 5 familles d'effets. Alors, on a un premier effet qui est assez massif de substitution des déplacements par de la télécommunication. Donc, c'est le télétravail, par exemple, c'est les téléconférences, donc ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup thématisé. C'est un premier effet. On en a un deuxième que l'on pourrait qualifier d'évaporation des déplacements, c'est-à-dire que pendant cette période, ces 2 ans que l'on est en train on espère finir de traverser, mais on ne sait pas encore si c'est la fin. Eh bien, finalement, il y a un certain nombre de déplacements qui ne se sont pas faits parce que les activités qui y sont associées n'étaient pas réalisées. On peut penser à des déplacements de loisirs, mais aussi tout ce qui concerne les grands événements qui n'avaient pas lieu. Donc là, ce n'est pas de la substitution, c'est de la disparition. Donc ça, c'est un deuxième effet. Troisième effet, peut-être un certain retour à la proximité dans la vie quotidienne, alors qui était souvent, en tout cas au départ, peut-être un petit peu contraint par un certain nombre de règles qui faisaient qu'on ne pouvait pas beaucoup se déplacer. Donc, il y a beaucoup d'activités qui ont été réalisées à son domicile. On s'est mis peut-être à refaire du pain, à cuisiner, et puis on a davantage fréquenté peut-être les abords de son domicile. Donc ça, c'est un troisième élément que l'on peut ressortir d'un certain nombre de travaux. Quatrième élément qui a été énormément travaillé, c'est la question des changements de pratiques de transport. On a eu un retour vers l'utilisation de l'automobile qui est assez inédit, puisqu'en fait, l'utilisation de l'automobile dans la vie quotidienne, elle était stable, sinon décroissante quand même depuis un certain nombre d'années dans nos 2 pays, donc la France et la Suisse. On a eu une quasi-disparition de la pratique de l'avion, on a eu une baisse de l'utilisation des transports collectifs et on a eu une augmentation
de la marche et du vélo. Alors pour le vélo, on voit souvent des taux d'augmentation spectaculaires, hein, avec des plus de 100%, etc. Il faut savoir que voilà, si on passe de 2 à 4% dans la part, on est déjà à plus de 100%. Donc voilà, je pense que, non, je dis ça juste, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas intéressant ce report modal vers le vélo, mais que peut-être il faut voilà, le contextualiser un tout petit peu. Les reports vers la marche sont en volume beaucoup plus important. Et puis, cinquième aspect, dont on aura certainement l'occasion encore de reparler dans le cadre de notre discussion d'aujourd'hui, une aspiration renforcée peut-être à habiter dans des villes moyennes, dans des petites villes. La situation de confinement peut-être a mis en évidence chez certains ménages une certaine vulnérabilité à habiter dans des grands centres. Et donc, voilà, il y a une aspiration qui se fait jour et qui va plutôt dans le sens voilà, pas forcément du périurbain et du rural, ou pas unilatéralement vers ces localisations-là, mais plutôt vers les villes moyennes et les petites villes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais peut-être en introduction relever. La plupart de ces tendances, elles étaient préexistantes à la pandémie, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et la pandémie les a accélérées. Alors il y a évidemment deux exceptions, c'est l'utilisation des transports publics et la croissance de la voiture, d'une part, et puis d'autre part, la quasi-disparition de l'utilisation de l'avion. Voilà peut-être pour commencer ce petit tour de table. Merci Vincent pour cet état des lieux. Je me tourne vers Valentine maintenant. Valentine, quelle a été votre expérience chez TGV Lyria au niveau comportement des voyageurs pendant la Covid? Est-ce qu'il y a eu vraiment des changements notables? Alors, merci Émilie. Déjà, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Alors, au niveau des changements, effectivement, on sent vraiment un avant et un après Covid, notamment au niveau du voyage d'affaires et au niveau du comportement du voyageur loisir. Alors, au niveau de la clientèle affaires, les entreprises, il est vrai, avaient déjà, avant la période du Covid, à l'esprit le développement et la mobilité durable, mais cela était encore très souvent relégué au second rang et très loin d'être retranscrit finalement dans leur politique de voyage interne. Il n'existait par exemple bien souvent pas de mesures incitatives en faveur d'un mode de transport plutôt que d'un autre, ni de consignes contraignantes dans le déplacement à l'international des salariés, au-delà par exemple d'une certaine distance parcourue ou encore de bilan carbone à respecter. Aujourd'hui, en fait, on constate un changement assez visible, assez marqué. Alors, je pense que c'est autant dû à la pandémie qu'à l'urgence climatique dont la prise de conscience a clairement été renforcée avec la crise. Ça se traduit notamment par un report modal marqué vers le train et également par des actes, puisque les entreprises ont mis en place des mesures concrètes comme un solde carbone annuel à ne pas dépasser, mais aussi le train comme premier choix dans le cadre de déplacements de moins de 1000 km. Et on s'aperçoit que finalement, ce qui était avant incitatif devient aujourd'hui coercitif avec des mesures qui incombent à tous les salariés de l'entreprise. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on assiste paradoxalement à un retour plus timide des grandes entreprises, d'une part parce qu'elles auront tardé à lever les restrictions de voyage à l'international, mais aussi parce qu'elles auront plus facilement recours au numérique, à la visioconférence notamment. Et puis, il faut dire qu'elles sont mieux outillées à l'international. Elles peuvent notamment s'appuyer sur leur relais sur place à travers leurs filiales, par exemple, ce qui n'est pas le cas pour les PME qui, elles, ont davantage besoin de prospecter et d'investir le terrain pour se développer. Alors ça, c'était pour la clientèle affaires. Le constat pour le voyageur, au niveau du comportement du voyageur loisir, on ressent aussi les effets du Covid avec notamment la résurgence du slow travel qui revient en force et du tourisme local qui avant était plutôt ringardisé et aujourd'hui est clairement plébiscité.
On voit également que le mode de transport, tout comme la destination, deviennent vraiment une démarche citoyenne. C'est un véritable engagement en faveur de l'écologie. On peut prendre l'exemple criant des trains de nuit, par exemple, pour des destinations européennes qui ont aujourd'hui vraiment le vent en poupe et qui font partie intégrante de l'expérience client. Alors, je ne sais pas si je vais trop loin en disant ça, mais c'est vrai qu'un peu à l'image de la consommation, de l'agriculture raisonnée, on est passé un peu d'une hypermobilité à une mobilité finalement raisonnée qui privilégie le qualitatif au détriment du quantitatif. Et ceci notamment fait suite au confinement, qui ont fait la part belle au télétravail et qui ont marqué un vrai tournant dans la mobilité, mais aussi dans la perception de tout un chacun face à celle-ci. Faisant finalement de la mobilité qui était avant subie, aujourd'hui une mobilité choisie. Merci Valentine. Alors, vous parlez d'urgence climatique et de report modal sur le train accentué par la pandémie. Sur quelles données concrètes est-ce que vous vous basez pour parler du train comme le mode de transport le plus vertueux au niveau écologique? Alors, en fait, c'est le bureau d'études suisse indépendant Infrase à Zurich qui le dit et qui l'a révélé. Infrase, en fait, a calculé l'empreinte carbone de 5 voyages TGV Lyria entre la Suisse et la France et l'a comparé aux résultats obtenus par 4 autres moyens de transport, donc sur ces mêmes trajets. Donc, les 4 autres moyens de transport étaient notamment le bus longue distance, la voiture à moteur thermique ou électrique et l'avion. Alors, il en ressort que selon l'itinéraire analysé, un voyageur TGV Lyria émet 16 à 20 fois moins de kilos de CO2 par trajet qu'en avion ou en voiture thermique. Alors maintenant, si on prend en considération les nouvelles rames à 2 étages en service depuis 2019, qui sont beaucoup plus capacitaires, le rapport entre train et avion représente cette fois-ci jusqu'à 30 fois moins d'émissions carbone par voyageur. Peut-être encore préciser que la force de cette étude repose aussi sur une approche tout à fait innovante et systémique, puisqu'elle intègre en fait dans son champ d'analyse tout l'écosystème du mode de transport. Alors qu'il s'agisse d'une part des émissions liées au déplacement du véhicule en lui-même, mais aussi d'autre part du trajet du voyageur de porte à porte, c'est-à-dire le pré- et le post-acheminement, ainsi que le cycle de vie complet du matériel et de l'infrastructure nécessaire au mode de transport. Peut-être encore une autre caractéristique intéressante de l'étude, elle prend aussi en compte le temps libéré disponible par voyageur et par trajet. Il en ressort qu'un voyageur peut, par exemple, s'il le souhaite, travailler 83% du temps de parcours à bord du TGV Lyria, contre moins de 35% en avion et rien en voiture. Merci Valentine pour ces précisions. Alors, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis le lien dans le chat. L'étude exhaustive est à votre disposition en ligne. Je me tourne maintenant vers Emmanuel Ravalet. Emmanuel, au vu des diverses études que vous avez menées ces dernières années, donc la Covid, Vincent l'a dit, a joué un rôle d'accélérateur dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce qui va vraiment rester dans le secteur des transports et de la mobilité? Est-ce qu'on peut envisager un retour en arrière? Et qu'est-ce qui va jamais revenir finalement? Bonjour à tous déjà, merci pour cette question. C'est évidemment une question centrale par rapport aux transformations qu'on est tous en train de vivre. Premier élément qui se rattache à des éléments, on va dire, plus théoriques, mais qui sont importants à mes yeux, c'est que en fait, on est sur des ruptures en termes d'habitude. Si on regarde la sociologie de la mobilité et les travaux qui ont été produits ces dernières années, on se rend compte que les changements importants en termes de mode de vie ne se font pas à n'importe quel moment de l'histoire de vie des personnes, ils se font à des moments de rupture. Et ce qui est assez fort avec la crise, c'est qu'elle a joué ce rôle de rupture pour une partie importante de la population, qui a donc été amenée pendant cette période à repenser ses choix et à remettre en question des éléments qui ne l'étaient pas au quotidien. C'est pas en se rasant le matin ou en se lavant les dents qu'on se demandait par quel mode on allait aller jusqu'à son lieu de travail. Donc on voit déjà qu'il y a eu cet effet de rupture qui a été associé, comme le disait M. Kaufmann juste avant, à une accélération de tendances préexistantes déjà. Ça, c'est le premier point. Mais pour répondre plus précisément et plus exactement à votre question, je dirais qu'il y a trois éléments principaux dont on peut attendre qu'ils soient pérennes dans le temps.
Et pour le savoir s'ils vont être pérennes, finalement, ce n'est pas tant dans l'observation des comportements qu'on va se rendre compte, parce qu'effectivement, on ne sait pas si c'est complètement temporaire ou si c'est pérenne. Il faut regarder un petit peu plus les choix structurants. Donc, je vais imager tout de suite, illustrer tout ça. Le premier de ces trois changements, on en a parlé juste avant, c'est les questions du numérique. Donc, avec la crise, évidemment, le télétravail a augmenté de manière très forte, les visioconférences, les achats en ligne, les cours en ligne ont augmenté. Et en fait, ce qui nous fait croire qu'il va y avoir des effets pérennes pour une part importante, c'est que à ces changements-là ont été associés déjà des conventions qui se sont multipliées dans les entreprises ces derniers mois pour justement mieux organiser le télétravail et puis l'inscrire dans du temps long. Il y a des entreprises qui ont investi en termes de matériel, en termes de logiciels, et tout ça en fait fait que le retour en arrière ne va pas se faire de manière rapide. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de l'usage du vélo. Ça, c'est intéressant aussi. Et l'usage de la voiture. Vincent mentionnait aussi l'usage de la voiture. En fait, ce que nous, on regarde pour savoir si c'est pérenne, c'est quelles ont été les pratiques d'achat de véhicules des populations pendant cette période. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les achats au niveau des véhicules, des voitures, n'ont pas particulièrement augmenté, ont même voire diminué. Donc, on peut se dire que cette augmentation du trafic routier était peut-être liée au fait que les infrastructures étaient moins utilisées, moins engorgées, donc il y avait vraiment un appel d'air vers la voiture, mais qui n'est peut-être pas durable. Par contre, les achats de véhicules, notamment de vélos électriques, ont explosé, donc vélos mécaniques et vélos électriques. Or, on sait que les vélos électriques sont des vélos qui sont, quand les gens les achètent, ils sont beaucoup plus utilisés que les vélos mécaniques qui parfois sont assez peu utilisés et sont remisés au fond du garage. Voilà, ça c'est le point qui concerne les changements de mode. Et tout dernier point peut-être, les relocalisations résidentielles. Pour voir si c'est pérenne, il faut regarder les marchés résidentiels, les marchés de l'immobilier, à l'achat, à la location. On regarde aussi les inscriptions scolaires pour voir si justement les tendances, les mouvements qui peuvent être observés sont durables. Et effectivement, il y a du mouvement au niveau résidentiel. Il est difficile encore de savoir si c'est de la relocalisation avec des gens qui déménagent ou si c'est de l'achat de résidences secondaires. C'est sans doute un peu des deux. Mais voilà en tout cas ce qu'on peut imaginer en termes d'éléments pérennes. Merci Emmanuel, je reste avec vous. On va maintenant parler mobilité transfrontalière entre la France et la Suisse. Quelles sont selon vous les convergences et les divergences entre la façon d'appréhender la mobilité dans ces deux pays ? Alors, le premier point déjà, c'est que des convergences, enfin des divergences en tout cas, il y en a déjà beaucoup au sein de chacun des deux territoires, au sein des territoires suisses et au sein des territoires français. Maintenant, effectivement, si on se pose la question juste au niveau France et Suisse, d'abord la ressemblance, et c'est quelque chose de très très fort, c'est qu'il y a un engagement politique quasi tout parti, quasi tout territoire pour traiter des questions de mobilité durable. Et cet engagement-là, il n'avait pas du tout cette même ampleur avant la crise. On entend des prises de position qui sont très fortes, qui n'existaient pas avec cette ampleur avant la crise. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on le voit, et là c'est pour le coup plutôt des différences parce que au-delà de ces engagements politiques, les investissements qui sont associés à ça, les engagements financiers qui peuvent être liés à ça ne sont pas de même ampleur de chaque côté de la frontière. On voit très clairement côté suisse que l'engagement financier en faveur du ferroviaire est très très fort. Il peine à avoir cette ampleur côté français, même si la loi d'orientation des mobilités suggère, enfin en tout cas invite à prioriser les investissements ferroviaires vis-à-vis des investissements routiers. On voit bien que dans les faits, ça reste compliqué projet par projet. Il y a des différences d'expérience, clairement, des différences de culture entre les deux pays à ces niveaux. C'est très clair. Et il y a une dernière peut-être différence qui va dans l'autre sens pour le coup et que je trouve intéressante, c'est le niveau d'implication des entreprises de chaque côté de la frontière. On a notamment, encore une fois, grâce à la loi d'orientation des mobilités côté français, une obligation de réalisation des plans de mobilité pour les entreprises, obligation qui n'existe pas côté suisse et qui, en tout cas au niveau fédéral. Et on voit ici qu'il y a sans doute un travail côté suisse à faire important avec les entreprises, puisque de toute façon, on sait bien que
tous les acteurs doivent s'impliquer pour qu'on aille dans une direction qui est celle d'une mobilité ou de comportements qui sont plus durables. Alors, je me tourne maintenant vers Vincent. Est-ce que, Vincent, vous pouvez nous expliquer comment on peut accompagner ces deux pays à converger vers une mobilité transfrontalière renouvelée, plus fluide dans l'avenir? Oui, merci. Peut-être pour répondre à cette question, moi j'avais envie peut-être d'ajouter un point de convergence qu'on observe entre la Suisse et la France concernant ces questions, mais c'est un point de convergence un peu paradoxal, c'est-à-dire que les deux pays ont pris des engagements dans le cadre de l'accord de Paris en matière de neutralité carbone, notamment dans le domaine des déplacements et de la mobilité. Donc, c'est un but qui est extrêmement ambitieux à l'horizon 2050. Et puis, alors, bon, ça c'est une convergence, on va dire. Mais alors, il y en a une deuxième qui est un peu malheureuse, c'est quand on regarde les moyens qui sont mis en face de ce but, force est de constater, et là je parle comme politicien, comme chercheur et surtout pas comme politicien, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une espèce de... Voilà, disons que les moyens prévus ne permettent clairement pas d'atteindre l'objectif, et c'est aussi bien le cas en Suisse qu'en France. Et c'est notamment lié au fait que dans les deux pays, on mise surtout sur l'innovation technologique et en particulier sur le passage à l'électrique dans le domaine de l'automobile. Or, ce que l'on voit, et ça nous renvoie à la question du report modal, c'est que si on essaye de quantifier ce qu'on peut attendre du passage à l'électrique par rapport à l'objectif fixé par l'accord de Paris, eh bien, on se rend assez vite compte en tentant de le mesurer qu'on est très très loin du compte et qu'on a besoin de travailler aussi et de façon très forte sur les modes de vie et notamment de susciter des reports modaux massifs de l'automobile et de l'avion vers d'autres moyens de transport. Et là, voilà, je pense que là, il y a un point qui est vraiment important. C'est un message, je pense que voilà, comme chercheur, moi, il me semble très important de faire passer. On ne peut pas se contenter de travailler uniquement sur l'innovation technologique. La question du report modal est absolument essentielle et ça repose cette question qu'on a déjà commencé à discuter. Du coup, c'est quoi le système alternatif à l'automobile et à l'avion? Et là, on retombe assez vite sur le train qui pourrait devrait devenir la colonne vertébrale d'un système de mobilité alternatif à la voiture et à l'avion. Alors, pourquoi le train? Finalement, c'est le seul moyen de transport qui permet de se déplacer rapidement de centre à centre sans être très polluant. Et donc là, il y a vraiment un point de convergence à penser à la fois en Suisse et en France autour de cette question du train. Alors, les enjeux se posent un peu différemment. Je pense qu'en France, les trains sont rapides, avec notamment les TGV. En Suisse, ils le sont nettement moins. Par contre, ils sont beaucoup plus fréquents, ils maillent beaucoup plus le territoire. Et quelque part, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est finalement avoir les atouts des deux systèmes. C'est-à-dire que probablement qu'en Suisse, on manque un peu de vitesse. J'entends faire Genève-Zurich en train, ça prend 3 heures, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. En France, il y a des larges parts du territoire qui sont inaccessibles par les transports collectifs, notamment par le train. Et donc, il y a un enjeu de maillage. Mais par contre, la vitesse est bien davantage assurée. Alors, peut-être un dernier point, peut-être concernant ces ambitions de report modal. Ça fait évidemment tout de suite peur quand on commence à dire il faut aussi traiter les modes de vie, il y a des gros mots comme démobilité qui apparaissent, comme décroissance. Pas nécessairement. Et dans plusieurs enquêtes qu'on a pu mener dans le cadre du Forum Vie Mobile ces dernières années, on voit qu'il y a une aspiration assez forte, et en particulier dans la population française, à se déplacer autrement qu'en automobile. Voilà, l'automobile est chère, est parfois perçue comme contraignante, on s'en sent dépendant et ce n'est pas forcément agréable. Voilà, j'ai été un tout petit peu long, mais voilà, c'est des éléments que je voulais peut-être amener au débat sur cette question. Merci beaucoup, Vincent. Alors, je me tourne vers Valentine parce que TGV Lyria est évidemment au cœur de cette problématique
franco-suisse avec son activité transfrontalière. Alors, comment est-ce qu'on met en place une offre adaptée pour répondre aux besoins exigeants de la société dans un contexte comme ça, franco-suisse et transfrontalier? Oui, alors merci Émilie. Je pense qu'en fait, il faut distinguer peut-être deux périodes. La période Covid que nous traversons actuellement et il faudrait la distinguer à l'offre en fait que nous avons lancée fin 2019 et qui a été interrompue temporairement par la crise. Donc depuis la pandémie, TGV Lyria a dû vraiment redoubler d'efficacité, de réactivité et adapter son plan de transport finalement au gré de l'évolution sanitaire, mais aussi des décisions gouvernementales parfois soudaines et différentes entre les deux pays. C'était vraiment un défi et le service production chez Lyria en fait n'a eu de cesse en fait de travailler en mode agile, ce qu'il fait toujours d'ailleurs, et a réussi à maintenir un plan de transport minimal, et ce même au plus fort de la crise. La nécessité vraiment de maintenir le lien entre la France et la Suisse était d'autant plus importante dans un pays qui accueille la plus grande diaspora française établie à l'étranger et forcément soucieuse et impatiente de retrouver ses proches. Alors actuellement, face à la nouvelle vague que nous connaissons, nous assurons jusqu'à 13 allers-retours quotidiens entre la Suisse et la France, ce qui représente 75% de notre offre nominale. On a également adapté notre politique tarifaire avec une souplesse au niveau des échanges et des remboursements. Alors, l'autre période, c'est celle avant Covid, où en fin 2019, donc, TGV Lyria a lancé son offre Lyria Plus, donc avec une nouvelle flotte composée de rames à 2 étages, entièrement rénovée, donc offrant plus de services, de confort, de fréquences. Là, je rejoins Vincent, avec des horaires cadencés, mais aussi de capacité avec 18 500 places journalières. L'idée étant aussi de répondre à l'accroissement de 25% du nombre de voyageurs entre la Suisse et Paris pour les années à venir, selon les prévisions de l'EPFL. Alors, cette offre, comme je disais, n'a pu être mise en place que pendant 2 mois car elle a été interrompue dans son élan par la pandémie. Mais les premiers résultats étaient vraiment très encourageants et nous comptons bien sûr mettre l'offre pleinement en service dès que la situation sanitaire le permettra à nouveau. On croise les doigts. Merci. Alors, quand on parle de mobilité durable, on parle aussi de coûts. Je veux dire par là, intégrer les coûts d'un transport durable dans les prix. Alors, est-ce que c'est aux utilisateurs de payer la facture? Est-ce que c'est aux États de subventionner? Qu'en pensent nos experts? Emmanuel, les discours politiques et les mesures déployées, est-ce qu'elles prennent bien en compte ces coûts pour une mobilité plus durable? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que, alors, si on regarde, on parlait tout à l'heure, Valentine a évoqué la concurrence ferroviaire, aérien sur les courtes distances. On voit qu'à ce niveau-là, la prise en compte des coûts, notamment liés aux émissions de CO2, a permis un changement, un virage sur le plan politique et au niveau de la régulation de l'aérien. Donc, de ce point de vue-là, on peut se dire qu'effectivement, ça avance. Il me semble qu'au-delà de ce premier constat, on a pas mal de travail quand même à faire pour mieux prendre en compte l'ensemble des coûts qui peuvent être liés à la mobilité. Je vais vous donner un exemple au niveau métropolitain. En fait, les effets indirects et induits de l'ensemble de nos déplacements en fait, sont assez peu pris en compte. On a travaillé avec le bureau Mobilhomme là, pour les transports publics genevois sur l'impact qu'aurait 1 million de francs de contribution publique supplémentaires en évaluant justement quelles sont les retombées qui peuvent être liées à cet investissement public supplémentaire. Et en intégrant les coûts indirects et induits, on se rend compte que les retombées sont beaucoup plus importantes que ce qui a été initialement mis dans la balance. Et ce qui est intéressant encore en plus, c'est de se rendre compte que même si ce résultat a été obtenu, on l'a obtenu sans tenir compte de l'énergie grise liée à la construction des voitures. Et ça, c'est vraiment un point noir de la prise en compte de l'ensemble des coûts dans les politiques de la mobilité, c'est cette prise en compte de l'énergie grise, du cycle de vie
des véhicules de transport qu'on utilise. Il n'y a pas vraiment de politique de démotorisation, il y en a peu encore à l'échelle de la Suisse. Et cette politique de la démotorisation, elle aurait vraiment du sens parce qu'on s'attaque en ce sens-là au cœur du problème. Donc, si on intégrait mieux ces questions d'énergie grise dans l'ensemble des coûts, on arriverait sans doute mieux à réfléchir de manière globale le système de la mobilité et donc mieux intervenir dessus pour pas que l'urgence climatique et donc les émissions de CO2 viennent finalement prendre l'ensemble de notre préoccupation au détriment d'une prise en compte justement environnementale beaucoup plus large. Je donnerai juste un dernier élément par rapport à ça. Il me semble, et je crois que c'est important de le dire, que pour fidéliser la clientèle dans les transports publics, que ce soit au niveau urbain ou interurbain, la meilleure solution, ce n'est pas de les inciter à s'abonner, c'est de les inciter à se démotoriser. Alors, évidemment, il faut le faire de manière intelligente, il faut prendre en compte correctement les besoins, les pratiques, les contraintes de chacun, mais voilà, une politique qui irait dans cette direction serait une politique qui tiendrait mieux compte de l'ensemble du problème lié au coût de la mobilité. Un meilleur accompagnement des usagers. En somme, Vincent, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ça? J'avais peut-être envie de poursuivre autour de la question de l'énergie grise et de sa traduction en coût du transport. Il y a une quinzaine d'années en Suisse un très gros programme de recherche, il y en a même eu plusieurs, notamment soutenu par Suisse Énergie, sur ce qu'on appelait à l'époque la vérité des coûts dans le domaine des transports. Alors évidemment, le vocabulaire a changé en 15 ou 20 ans, mais l'idée, c'était de dire, voilà, il faut que chaque moyen de transport couvre ses coûts et la route ne couvre pas ses coûts. Et donc, ça fait une distorsion de concurrence dans les prix. Voilà. Et donc, il y a eu des travaux extrêmement intéressants et pointus qui ont été menés et qui sont assez largement restés lettre morte, parce qu'évidemment, c'est extrêmement difficile sur la base de ces travaux de passer à une prise de décision politique. Il faut une action extrêmement fine. On est dans des territoires qui sont assez fortement dépendants de l'automobile, donc commencer à venir dire, bah, écoutez, la voiture, elle couvre, je ne sais pas, la moitié de ses coûts, si on commence à intégrer le tout, et probablement que c'est même sans compter complètement l'énergie grise, ça fait des hausses du coût d'utilisation de l'automobile pour l'usager qui ne sont pas supportables. Et donc, c'est un peu là-dessus que butent quand même ces politiques. Et je pense que là-dessus, pour moi, il y a deux sujets qui mériteraient vraiment d'être approfondis. Le premier sujet, c'est finalement quel type de mesures on prend pour essayer de faire le correctif. On a un peu tendance à utiliser la taxe. Voilà, taxe sur l'essence, taxe sur le CO2, etc. Alors en Suisse, on l'a vu l'été dernier, il y a eu une votation pour une taxe sur le CO2 qui allait dans ce sens et qui a été refusée par une courte majorité du peuple. On a vu avec le mouvement des gilets jaunes, peu avant la crise de la pandémie en France, que ces sujets sont extrêmement sensibles. La hausse du prix de l'essence, ne serait-ce que ça, est d'une très grande sensibilité. Donc, il faut manifestement trouver des manières plus fines que simplement la taxe pour agir. Et voilà, moi, je pense que là, on est vraiment face à un défi important. C'est-à-dire que les personnes qui polluent le plus en voiture, ce n'est pas ceux qu'on a vus sur les ronds-points il y a quelques années en France, hein, les gilets jaunes. Quand on regarde, voilà, on a 10% des automobilistes qui font à peu près 50% des kilomètres parcourus en voiture, dans le cas, par exemple, de la France. Voilà, ce n'est pas des pauvres. Hein. Et donc, il faudrait réussir à trouver des moyens de taxer qui tiennent compte de ces aspects-là et donc qui soient beaucoup plus fins. Le risque, c'est de ne pas réussir à prendre des mesures si on n'arrive pas à trouver cette manière plus fine d'agir, parce que tout simplement, politiquement, ce ne sera pas possible. Et puis, l'autre élément qui me paraît très important, je peux aller très vite là-dessus, c'est l'accompagnement au changement. C'est d'une façon plus générale. Voilà, il y a un enjeu d'accompagnement au changement qui est absolument manifeste. Ça rejoint un petit peu ce que disait
Emmanuel Ravalet à propos de la démotorisation. La démotorisation des ménages, c'est quelque chose qui peut s'accompagner et qui doit s'accompagner. Ça ne va pas se faire tout seul. Et donc là, je crois qu'il y a un gros enjeu aussi au niveau de la mobilité et de la prise en compte des coûts. Merci beaucoup, Vincent. Valentine, cette tendance d'intégrer les coûts dans la mobilité, est-ce qu'elle se transcrit dans vos prix chez Lyria? Alors oui, tout à fait. Donc nous avons, comme vous le savez certainement déjà, 3 classes de voyage, donc la standard, standard première et la business première, avec différents niveaux de service qui permettent donc de satisfaire tous les profils de voyageurs et de budget. Nous avons également plusieurs offres, dont l'offre entreprise, où nous proposons à notre clientèle à faire des réductions sur leur trajet. Et nous proposons également pour les familles, donc pour les enfants, jusqu'à 16 ans, un tarif unique, désormais à 33 francs. Et depuis le mois d'octobre également, il est désormais possible donc d'acheter son billet 6 mois à l'avance, ce qui permet aussi aux voyageurs d'accéder au plus petit prix. Merci pour ces exemples, Valentine. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de perspective. Est-ce qu'on va encore voyager de la même manière dans les prochaines années? Comment la société va-t-elle s'adapter pour répondre aux enjeux d'urgence climatique, anticiper les modes de consommation du transport, en fait, post-Covid, entre les deux pays? Alors, Vincent, c'est peut-être une question pour vous, puisque vous venez de publier un livre qui s'appelle « Pour en finir avec la vitesse » aux éditions de l'Aube. Qu'est-ce que vous y racontez? Alors oui, pour en finir avec la vitesse, donc c'est un petit livre, c'est un essai, c'est pas un ouvrage scientifique, donc c'est un livre, je pense, qui se lit assez facilement, qui a été, j'en suis co-auteur avec mes collègues du Forum Vie Mobile, et ce livre, finalement, il propose, d'abord, il propose une synthèse des travaux qui ont été menés dans le cadre du Forum Vie Mobile ces 10 dernières années, et puis il donne finalement il essaye de donner des idées et des pistes pour essayer d'atteindre cet objectif de décarbonation de la mobilité. Donc, c'est un livre plaidoyer, c'est vraiment un livre qui dit, mais dans le fond, on est pris par une espèce de danse de Saint-Guy, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire que nos modes de vie sont tendus par la vitesse du transport. La Suisse, elle est particulièrement, je pense, emblématique de ça, c'est-à-dire que c'est un pays pendulaire, comme on dit, donc de navetteurs. On ne déménage plus quand on trouve du travail à 100 km, on se déplace en train, mais c'est fatigant, c'est stressant, c'est cher, c'est des vies qui sont vraiment tendues par une espèce d'optimisation de tous les moments. Dès qu'on s'assied dans le train, on cherche à utiliser son temps, etc. Et ça a un côté absolument épuisant. Et ce qu'on dit finalement dans ce livre et qu'on a rencontré dans beaucoup de nos travaux de recherche de ces dernières années, c'est que la mobilité, on pourrait s'imaginer que se déplacer vite, loin et souvent est l'expression d'une forme de liberté. Et ce que l'on voit, c'est que pour beaucoup de gens qui le pratiquent, eh bien, c'est devenu une espèce de... C'est une obligation, c'est une contrainte, c'est quelque chose dont ils souhaiteraient d'une manière ou d'une autre pouvoir se défaire. Donc, ce livre, il part de ce constat. D'ailleurs, le titre renvoie à ce constat en disant pour en finir avec la vitesse. C'est la question, peut-on sortir de ce système et comment? Donc, c'est vraiment un livre plaidoyer pour apaiser les modes de vie. Et donc, alors, au niveau des moyens, il parle d'aménagement du territoire, il parle effectivement de coût de la mobilité. Il aborde un certain nombre de ces thématiques qu'on a un petit peu effleurées aujourd'hui. Je dirais que c'est vraiment un livre-essai. C'est un essai qui essaye de mettre à l'agenda politique ces questions-là pour essayer de faire réfléchir, faire sortir ces questions peut-être d'un cercle de spécialistes du transport pour les porter auprès d'un public un peu plus large. Peut-être je termine avec un constat qui est absolument central, qui est très connu depuis longtemps dans le milieu de la recherche et qu'on a toujours beaucoup de peine à faire passer au-delà.
c'est que quand on augmente la vitesse des déplacements, quand on permet aux gens d'aller plus vite dans leur vie quotidienne, ils n'utilisent pas ces gains de vitesse pour passer moins de temps à se déplacer dans leur vie quotidienne. Ils utilisent ce temps pour aller plus loin. Et donc, c'est tout le problème d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle la conjecture de Zahavi. Ça a été thématisé depuis une quarantaine d'années. Et c'est, à mon avis, de là que vient le malentendu. C'est-à-dire, voilà. Et c'est là autour, je pense, qu'il faudrait travailler. Peut-être un appel à la sobriété pour soigner ce paradoxe. On y reviendra tout à l'heure en conclusion. Valentine, quelles sont aujourd'hui les tendances de fond que vous constatez dans la modification des comportements? Est-ce que c'est identique du côté français, du côté suisse? Est-ce qu'il y a des priorités qui sont différentes? Comment ça se caractérise? Alors moi, j'ai l'impression, bon, c'est aussi une expérience un peu personnelle que j'ai, mais que les logiques de pensée ont vraiment été bouleversées, et notamment la grille des valeurs, avec un retour à plus de simplicité, surtout pendant les premiers confinements. Vincent parlait de faire du pain à la maison, etc. Ben, c'est effectivement ce qu'on a tous un peu vécu, je pense. Et en fait, c'est comme si on avait réappris à prendre le temps, de se donner du temps et de rompre finalement avec la culture et la pression de l'immédiateté. Hein. La hiérarchie des besoins selon la pyramide de Maslow, mais finalement aussi la hiérarchie des métiers, a clairement été, à mon sens, chamboulée et altérée. Hein. Et on voit finalement que les besoins de hier ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux d'aujourd'hui, et qu'on ressent même un retour à plus de sobriété avec notamment l'émergence de l'économie circulaire. Alors, elle était déjà présente avant la crise, mais elle s'en est trouvée encore davantage accentuée depuis la pandémie. Moi, personnellement, au niveau local, autour de moi, je vois beaucoup d'initiatives citoyennes autour de cette notion, hein, autour du consommer moins, mais mieux, donner une seconde vie aux objets, consommer local, moins de déchets, moins de gaspillage alimentaire, etc. Et finalement, le choix modal du train s'inscrit complètement dans cette logique de pensée, dans cette économie vertueuse, finalement, de réduire son empreinte carbone. On voit en Suisse, mais en France aussi, hein, que la mobilité durable a clairement fait sa place dans les débats publics et politiques. Et cela en Suisse se traduit notamment par des actes. Hein. On voit par exemple que les établissements scolaires, aujourd'hui, certains établissements interdisent les déplacements scolaires en avion. Au profit du train, tout comme certains cantons pour leur voyage d'études, mais également le personnel administratif qui impose le train jusqu'à 6 heures de trajet. Le Conseil fédéral, donc Vincent l'a évoqué tout à l'heure, hein, avec la loi CO2 qui a été rejetée, mais depuis peu, dans la lignée de l'accord de Paris, a soumis à nouveau un projet de loi, toujours dans la même perspective, hein, réduire d'ici 2030 ses émissions de moitié par rapport à 1990. Et du côté français, alors on a la loi climat qui a été votée en France l'été dernier, et donc qui vise à supprimer les lignes aériennes intérieures si une alternative en train en moins de 2h30 est possible. Peut-être qu'ici, je peux juste préciser que le projet initial portait sur une alternative à 4h30, mais c'est 2h30 qui a été retenu et ça devrait entrer en vigueur en mars prochain. Merci Valentine. Alors, Emmanuel, on parle aujourd'hui même de décroissance. Est-ce qu'on peut également parler de démobilité ou du moins d'un éventuel moyen de la freiner sans pour autant impacter la croissance? C'est toute la question. On va aller faire une petite promenade dans le monde de l'économie des transports. En fait, ce lien entre croissance des flux et croissance économique, on appelle ça le couplage. C'est pas très original comme nom, mais en fait, ce couplage-là, d'abord, le premier point, et c'est important de le retenir, il n'est pas systématique pour tous les territoires et à toutes les époques.
et il n'a pas non plus la même ampleur dans tous les territoires et toutes les époques. Donc ça veut dire que c'est un peu comme une corrélation en statistique, il y a un lien effectivement qui existe, mais que ce lien-là, en fait, on peut le travailler. Et on peut le travailler pour qu'il soit le plus faible possible et qu'on puisse donc avoir des comportements de mobilité qui perdurent quand même parce que c'est important pour être en société, pour réaliser des activités, etc. C'est important de se déplacer et qu'on veut que finalement l'impact de cette mobilité soit le plus faible possible. Et en tout cas, il n'est pas, si elle baisse, il n'est pas trop d'impact sur la croissance économique. Donc, il y a vraiment cet enjeu de découplage qui est vraiment très, très important. C'est possible pour autant de diminuer les pratiques de mobilité parce qu'il y a plusieurs éléments qui nous permettent de le croire et de le comprendre. C'est que d'abord, la mobilité, ce n'est pas un bien final. On ne se déplace pas pour se déplacer parce qu'on aime bien se déplacer, ou en tout cas assez peu. On se déplace pour accéder à des activités, pour aller voir d'autres personnes, pour travailler, etc. Et donc, quelque part, la question, c'est pas tant de il faut absolument qu'on continue à se déplacer, c'est plutôt comment on continue à travailler, à voir des gens, à avoir des activités avec une consommation en termes de mobilité qui soit un petit peu moins forte. On a 3 manières d'être en société ou d'être justement d'exercer des activités, c'est être proche, être mobile ou être connecté. Ça veut dire qu'il faut diminuer la part de la mobilité dans l'ensemble des interactions qui sont les nôtres et qui nous permettent d'être en société. Donc voilà. Après, au-delà de ces éléments un petit peu généraux qui n'ont pas toujours une application facile, je pense que le problème du terme démobilité, c'est qu'il paraît extrême, comme décroissance en fait. C'est plutôt une autre forme de mobilité qu'il faut envisager comme une autre forme de croissance peut-être, mais c'est un autre sujet. Et en tout cas, cette autre forme de mobilité, elle veut déjà dire de se déplacer avec des modes qui ont un impact justement sur l'environnement qui soit moins fort, et puis peut-être juste prendre en compte un peu plus une sorte de rationalité environnementale dans nos choix. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'on prend la voiture, on se posait la question des alternatives, de l'ultra-nécessité de le faire, etc., peut-être que on ferait quand même pour partie importante ce déplacement, mais peut-être que dans certains cas, on ne le ferait pas. Et donc, rationaliser nos déplacements, juste y penser, ça peut permettre finalement de faire baisser le volume global de mobilité. Et c'est un petit peu, quelque part, un objectif qui permettra d'atteindre les objectifs politiques, les engagements politiques 2050 côté suisse comme côté français, où il y a vraiment une impossibilité aujourd'hui, et la plupart des travaux prospectifs le montrent, à atteindre ces objectifs juste avec l'efficacité énergétique des véhicules ou le changement modal. Ça veut dire qu'il faut quand même aller réfléchir un petit peu plus à quel déplacement on veut garder et quel déplacement on est prêt peut-être à faire un petit peu moins souvent ou à ne plus trop faire. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner à la bougie, mais ça c'est important d'avoir bien ça en tête. Merci Emmanuel. On en arrive à la fin de cette table ronde et vous avez, chers auditeurs, la possibilité de poser vos questions dans le chat ou dans la partie Q&R. Durant la discussion, il y a une question qui est arrivée de la part de Madame Alix Dumont. C'était, je pense, plutôt pour vous, Vincent, puisque ça parle du maillage sur les zones de moyenne densité de population. Alix demande, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous connaissez les objectifs quels sont les objectifs à ce niveau-là? Bon, ça c'est une question. Bon, je pense que c'est une question essentielle. Je pense que ce qu'il faudrait viser pour rendre le transport public attrayant, c'est finalement réussir à construire un système de transport en commun dont la colonne vertébrale pourrait être ou devrait être le train, mais qui intègre aussi l'ensemble des autres moyens de transport. C'est-à-dire que, et là, je pense que le système que l'on a en Suisse, avec ce qu'on pourrait appeler un cadencement en réseau, est peut-être une source d'inspiration d'une façon générale et peut-être pour la France en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire, le cadencement en réseau? Ça veut dire que si vous avez, par exemple, un train toutes les heures sur une ligne, dans les gares, vous avez en correspondance des bus qui circulent à une fréquence identique et qui donnent la correspondance pour aller plus loin. Et donc, ça permet d'avoir un système au sein duquel on peut naviguer en étant toujours sûr d'arriver à destination. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec des horaires très complexes. Il y a un espèce de principe de construction de l'horaire qui fait que
en tant qu'usager, on est confronté à une situation qui est très simple. Alors après, la question qui est posée, c'est à savoir est-ce qu'un maillage spatio-temporel à l'heure est suffisant? Je dirais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Le cadencement, en réseau, il a été introduit en Suisse en 1982 à l'heure, justement. Et puis, assez récemment, il est passé assez largement à la demi-heure. Et puis, on parle de le passer au quart d'heure. L'heure, c'est déjà beaucoup si vous pensez. C'est-à-dire que ce maillage à l'heure, il est non seulement présent aux heures de pointe, mais toute la journée, le week-end, le soir, etc. Donc, c'est déjà un saut qui est absolument énorme. On peut même se poser la question si un maillage à 2 heures ne serait pas déjà un saut énorme dans un certain nombre de régions. Merci beaucoup, Vincent. Alors, vous avez parlé de changements profonds au sein de la société, au sein de laquelle chacun d'entre nous réfléchit aujourd'hui à sa façon de vous placer. Un levier qu'il faut utiliser maintenant pour mener des politiques permettant d'allouer des ressources afin d'atteindre ces objectifs de décarbonisation. Alors, Emmanuel, vous l'avez également dit, en parlant de l'étude menée dans la région de Genève pour 1 million supplémentaire engagé, les gains de temps en qualité sonore, en baisse de pollution, en baisse de prix immobilier, baisse de prix usagés sont plus importants que l'investissement engagé. Alors, si on allait plus loin, est-ce qu'on peut un jour envisager un transport public gratuit pour tous? Est-ce que c'est ça la solution durable et économique d'après vous? Je commence et puis Vincent, tu pourras compléter si tu veux. La question de la gratuité des transports publics, c'est une question qui est d'abord celle de qui paye. Les transports publics auront toujours un coût, quel qu'il soit. La question, c'est est-ce qu'on fait payer aux usagers ce coût ou est-ce qu'on essaie justement d'augmenter l'usage de ces véhicules en ne faisant pas payer à l'usager le coût qui est assumé du coup en totalité par la collectivité, les contributions publiques et les taxes qui peuvent concerner les entreprises ou des personnes. Cette question de la gratuité, elle a, à mes yeux, du sens, ou en tout cas, elle mérite d'être posée. Ça ne veut pas dire que le résultat va toujours aller dans le même sens, quel que soit le sens d'ailleurs, mais à mon avis, c'est une question qui mérite d'être posée aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, il y a un enjeu de report modal et le coût, ça fait partie des critères de choix modal. Donc, c'est un élément, mais parmi beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas gagner avec la gratuité. On ne va pas atteindre tous les objectifs qu'on vise juste en mettant en place la gratuité d'un réseau. Il faut associer ça à un ensemble d'autres mesures. Et les expériences qui ont été réalisées aujourd'hui en Europe et dans le monde nous montrent que globalement, les réseaux de petite taille ou de taille moyenne sont un peu plus pertinents pour un passage en gratuité que les très gros réseaux. Après, voilà, il y a une littérature importante là-dessus. Je crois que l'enjeu fondamental par rapport à ça, c'est juste d'essayer d'avoir un discours qui est dépassionné, tous les acteurs puissent se mettre autour de la table et qu'on puisse discuter sérieusement des avantages parce qu'il y en a, des inconvénients parce qu'il y en a, et que sur cette base-là, on fasse un arbitrage qui, à la fin, évidemment, est un arbitrage politique. Emmanuel, Vincent, ce que vous aimeriez compléter? Juste une toute petite remarque, je pense qu'on voit ça souvent en termes dichotomiques, c'est gratuit ou pas gratuit, mais on peut aussi imaginer des politiques de nouveau tarifaires peut-être un peu plus fines, où c'est gratuit pour certains et pas pour d'autres, en fonction d'une certaine conception de la, de la justice de la mobilité, si on veut. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est juste pour qui, comment, etc. Et puis, voilà, peut-être, voilà, moi je le poserais plutôt comme ça, plutôt que de façon générale, comme gratuité pour tous. Il y a une autre question qui est arrivée dans le chat, assez intéressante, sur les véhicules autonomes publics. On nous demande, est-ce qu'on voit un avenir proche pour ces véhicules autonomes publics qui utiliseraient les routes? Où est-ce qu'en sont les études là-dessus? Je ne sais pas, Emmanuel. Alors, les véhicules automatiques donc, qui permettent de se déplacer sans qu'il y ait personne qui conduise, c'est des perspectives très importantes pour les transports publics, mais c'est aussi des perspectives pour le transport individuel. Et c'est un petit peu ça l'enjeu, c'est-à-dire que si ce type de véhicule se généralise ou en tout cas se développe dans la population pour un usage individuel, l'impact peut être extrêmement mauvais sur les territoires au sens où en fait ce type d'usage peut permettre de ne plus avoir besoin
de se parquer à un endroit. Donc, toutes les politiques de stationnement qu'on a mis en place depuis plusieurs décennies, en fait, ne servent plus à rien pour ce type de véhicule. Et donc, il peut y avoir des circulations à vide à terme, quand on a atteint le niveau maximum de l'automatisation. Donc ça, c'est problématique. Par contre, si on revient sur l'usage transport public, effectivement, ça peut avoir un intérêt. Alors, il y a plusieurs manières d'articuler des véhicules, des petites navettes automatiques avec un réseau existant, soit pour le dernier kilomètre avec des flux qui peuvent être faibles, et donc on sait que c'est un coût non négligeable de payer quelqu'un pour faire des trajets qui sont relativement rares pour le transport à la demande, par exemple. Ça peut être aussi sur des lignes complètes, et là aussi, ça nous permet d'être plus flexible et de pouvoir augmenter, notamment sur des lignes où il y a par exemple une grande infrastructure événementielle. On sait qu'on peut augmenter beaucoup plus facilement l'offre avec ce type de véhicule que si on doit à chaque fois finalement repasser par l'engagement de nouveaux chauffeurs juste pour 2 heures de temps, le temps que le stade se vide, par exemple. Donc les perspectives sont importantes. Par contre, il y a une régulation publique de l'arrivée de ce type de véhicule qui est fondamentale. Et il faut réussir à ne pas se laisser éblouir par le côté innovant fascinant, même si ça l'est, parce que ça peut, encore une fois, avoir des impacts qui ne sont pas les impacts qui sont ceux affichés aujourd'hui par les politiques publiques en matière de mobilité. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, on a une remarque et une question d'Emmanuel, un autre Emmanuel Dalmar dans le chat, qui fait référence à ce que disait Vincent tout à l'heure sur la Suisse, un pays de pendulaires, de navetteurs. On constate une tendance similaire à Paris, avec une perte de population des cadres en Île-de-France qui partent vivre en région, en Normandie, en Bretagne, etc., mais qui ne changent pas de lieu de travail au prix donc de déplacements à 2 heures de TGV ou plus. Et est-ce que, d'après vous, c'est une tendance lourde, une tendance durable? Est-ce qu'on va vraiment vers ces tendances générales de quitter les grandes villes pour aller vivre à la campagne et utiliser les transports? Je veux bien peut-être commencer, puis je passerai la parole à Emmanuel, qui a aussi travaillé sur ces questions-là. Bon, je pense que cette discussion, elle renvoie à des choses qu'on a abordées par petites touches dans la discussion d'aujourd'hui. Quand je vous disais, lors de ma première prise de parole, qu'on constate un regain d'intérêt pour les villes moyennes et les petites villes, je pense que ça fait partie du phénomène. Et effectivement, on l'a vu récemment avec la mise en service de la LGV jusqu'à Bordeaux, un attrait résidentiel de l'agglomération bordelaise pour des gens qui continuent à travailler à Paris. Alors, la pandémie, elle est passée par là et probablement qu'elle a un petit peu changé certaines choses parce que si on peut télétravailler, si ça entre dans les mœurs, c'est qu'on peut télétravailler, je ne sais pas, 3 jours par semaine et aller finalement 1 fois par semaine à Paris sur son lieu de travail, on peut imaginer que ce genre de mode de vie va avoir effectivement une attractivité croissante. Et d'ailleurs, sans poser nécessairement un grand problème au niveau carbone, s'il y a usage du train pour se rendre sur Paris à longue distance 1 fois par semaine. Donc effectivement, je pense que c'est quelque chose, je crois que c'est aussi quelque chose que M. Ravalet a pu observer dans certains de ses travaux, notamment même des travaux qu'on a partiellement menés ensemble. Donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. C'est une vraie question. Pour savoir si ça peut prendre de l'ampleur aujourd'hui, en fait, il faut regarder ce qui détermine ce type de pratique. Pour regarder ce qui détermine, il faut regarder au niveau professionnel, au niveau privé, puis au niveau entre les deux, c'est-à-dire l'offre de transport. Au niveau professionnel, Vincent en a parlé, le développement du télétravail joue clairement dans ce sens-là. La possibilité de faire des déplacements 2 à 3 fois par semaine fait qu'on va accepter des déplacements beaucoup plus longs ces 2 ou 3 jours qu'on était capable de l'accepter si on est obligé de les faire 5 jours par semaine. La flexibilisation des horaires de travail joue aussi dans ce sens-là. On est plus libre, on peut arriver un peu plus tard le jour où on fait le déplacement ou certains jours où on les fait. Donc ça permet en fait de rendre vivable, plus confortable ce type de mode de vie. Au niveau privé, on se rend compte, mais ce n'est pas nouveau, qu'il y a toujours un attrait très fort pour le calme, la nature, la maison individuelle, la propriété. Tous ces éléments-là font qu'on a envie de concilier finalement le travail qu'on veut à l'endroit où on veut et le logement qu'on veut à l'endroit où on veut, sans chercher à se poser la question de l'enjeu de proximité qu'il y a entre le domicile et le travail. Et puis le dernier point, c'est les transports. Ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour. Tant qu'on s'évertue à aménager tout type de territoire pour toute destination, pour toute heure, de manière presque homogène, en fait, on favorise clairement ce type de mode de vie parce qu'on rend possible
des localisations résidentielles qui vont être associées à des déplacements qui se font sur des durées très, très importantes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, mais tout l'enjeu, et comme le disait Vincent en conclusion, c'est de savoir quel impact ça peut avoir. Il y a des impacts positifs en termes de développement économique des territoires périphériques sur lesquels les gens vont aller habiter, mais il y a des enjeux aussi environnementaux à intégrer. Et pour que cela soit les plus faibles possibles, il faut que les gens fassent ce trajet plutôt en transport public et en train si besoin, si la distance est importante, qu'en voiture. Et donc, ça veut dire qu'il faut cibler les territoires dans lesquels on accepte, ou en tout cas on accompagne ce type de mouvement, sachant cependant, et ce sera juste ce tout dernier point, que ça nous rend pas très, disons qu'on devient très fragile vis-à-vis de l'offre de transport. S'il y a un problème sur cette offre de transport, en fait, très vite, on va être complètement bloqué. Et donc, il y a une exigence de la part des gens qui ont ce mode de vie-là d'avoir une offre de transport qui fonctionne toujours très bien, sans retard, etc. Et donc, quelque part, on fait porter à la collectivité publique un choix individuel qu'on a fait en termes de localisation et de mode de vie. Et donc ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faut en tout cas réfléchir. Merci Emmanuel. Alors, il y a encore eu 2 questions fort intéressantes qui sont arrivées, mais qu'on n'aura pas le temps de traiter maintenant. Par contre, je précise à nos auditeurs qu'on va les soumettre à nos intervenants d'aujourd'hui et faire une réponse peut-être par écrit. Je dois maintenant presque rendre l'antenne, en tout cas libérer nos auditeurs, et je voudrais simplement vous dire que si nous devions retenir 3 choses de la discussion d'aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il s'agirait des points suivants. La pandémie a été une véritable prise de conscience pour beaucoup d'entre nous. Elle a précipité des changements dans nos comportements en termes de mobilité. C'est un fait, c'est indéniable. Ensuite, la prise en compte de l'énergie grise. Donc, je rappelle la quantité d'énergie totale consommée lors du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Dans les politiques de transport et la démotorisation des ménages, ce sont des éléments qui peuvent être les facteurs de réussite d'une transformation réelle du secteur. Et enfin, l'innovation, c'est très certainement un moteur de la nouvelle mobilité, mais cela ne suffit pas. Prendre en effet en compte les nouveaux modes de vie, accompagner ce changement, seront également déterminants pour la transformation du secteur. Alors aujourd'hui, on a parlé de décroissance, de sobriété, de ralentissement, mais aussi d'économie circulaire et de mobilité raisonnée. C'est Emmanuel qui l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un retour à la bougie, mais plutôt de dire qu'une grande diversité de mesures collectives et individuelles, c'est ça qui contribuera à la durabilité de la mobilité. Alors, je voudrais simplement remercier l'ensemble de nos intervenants, Valentine, Vincent, Emmanuel, pour cette discussion qui s'est avérée passionnante et très ouverte. Merci également à tous nos auditeurs. Morgane vous projette à l'écran les prochains événements de la CCI France-Suisse. Pour ma part, je vous donne rendez-vous en ligne le 8 février prochain pour vous présenter les membres de la Chambre et également à Zurich le 22 mars prochain en présentiel, on l'espère beaucoup, pour une conférence passionnante sur les grandes négociations qui ont fait l'histoire de France. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Plus que jamais, restez en bonne santé. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel événement de la CCI France-Suisse. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.